toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Vous avez une cafetière défaillante, un congélo qui ne fait pas assez de froid, un portable qui ne se recharge plus. Le réflexe, c'est de jeter et de racheter. Eh bien, n'en jetez plus. Réparer, ça paraît complètement anodin ce que je viens de dire, mais aujourd'hui, on jette encore beaucoup, alors qu'on peut tout simplement réparer et pourquoi pas donner une seconde vie à son réfrigérateur. C'est ce qu'on vous propose, une nouvelle plateforme qui s'appelle C'est Réparable. Et on va en parler avec nos 3 invités sur le plateau de la grande émission. Mais avant de les accueillir sur le plateau, j'accueille le seul chroniqueur du jeudi cette semaine, c'est Franck Jarand. C'est le seul rescapé. Ça va bien, Franck? J'ai survécu à la tempête il y a quelques jours. Voilà. Exactement. Non, Jérôme est simplement en tournée, donc il sera là évidemment la semaine prochaine. On l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. Et comme ça, Franck va avoir beaucoup plus de temps pour faire sa chronique. Extraordinaire. Alors, Franck, on parle des seniors évidemment, et on parle de quoi cette semaine? Je vous emmène aux USA quand vous voulez. Pour parler de yoga. Mais pas n'importe lequel et surtout pas avec n'importe qui. Vous allez voir, je vous réserve une très très belle surprise, Adèle. Sachant que le yoga, pour moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vous dis très franchement. Mais je pense que je vais changer d'avis. Vous allez vite comprendre et je suis sûr que vous allez vous y mettre après la chronique. C'est évident. En deuxième partie d'émission, je ne vais pas cette fois-ci vous parler de centenaire, mais accrochez-vous bien de super centenaire. Là aussi, surprise. Ouais. Dans quelques minutes. D'accord, super centenaire. Super centenaire. Donc elle a aussi super centenaire. Vous allez voir. Très bien, je suis très intriguée. Merci Franck, on retrouvera évidemment la chronique de Frédéric Lepron aussi en fin d'émission, qui est toujours à Warang au Sénégal, et vous allez voir que c'est assez particulier parce que c'est une histoire de combat. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Alors nous recevons, je le disais tout à l'heure sur le plateau de la grande émission, 3 artisans associés, membres d'une association qui s'appelle C'est Réparable. Il s'agit de Christophe Morisseau, Julien Nedelka et Pascal Vasse dans l'ordre. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Bonjour Adèle. Vous allez bien, tout se passe bien, vous avez de l'eau, vous avez tout. Alors on va parler, pourquoi on parle de C'est Réparable? Parce qu'on en parle beaucoup d'ailleurs dans les médias locaux. Vous êtes une plateforme de réparation, Christophe? Je commence par vous. Oui, tout à fait. Nous sommes donc une plateforme collaborative avec laquelle chaque entreprise est complémentaire l'une à l'autre pour réparer tout ce qui est réparable. Alors, tout est réparable, on est d'accord? Presque toi. Je vois déjà Pascal qui... Non, le 100% n'existe pas. On va être sage. D'accord. Donc c'est une plateforme, pour être très clair, C'est Réparable, c'est une plateforme associative, parce que vous êtes réunis en association. Vous êtes artisan à la base, donc vous êtes chef d'entreprise, dans des secteurs très différents, on va voir ça tout à l'heure. Et vous êtes en fait associés pour créer cette plateforme de réparation. C'est ça? J'ai tout... C'est ça, tout à fait. Julien. C'est une plateforme. Donc, on est à la base 5 entreprises, chacune indépendante. Et puis, on a choisi de se réunir pour associer nos compétences et puis proposer plus de services, plus de choses à nos clients. On a chacun nos secteurs bien particuliers qui sont tous complémentaires les uns des autres. On n'empiète pas les uns sur les autres. On a vraiment des métiers complémentaires et on a choisi de créer cette association d'artisans. Alors, Julien, c'est quoi votre métier à la base? Alors moi c'est Monsieur Électronique, donc Monsieur Électronique, non mais c'est bien, voilà, Monsieur nous, Électronique. On est réparateur électronique sur la commune de la Mer-Latière, donc une petite entreprise. Maintenant on est 5 personnes en tout, et nous on répare tout ce qui contient de l'électronique, carte, tout ce qui est carte électronique. Alors on travaille beaucoup en collaboration avec soit nos collègues ou d'autres artisans. Mais dans ce cas-là, j'ai un ordinateur qui ne marche pas ou j'ai un portable qui tombe en rade, excusez-moi du terme, je viens vous voir. Alors, pour essayer de voir si je peux le réparer. Voilà, tout à fait. Donc si c'est un portable ou un ordinateur, je vais plutôt vous rediriger vers un de nos collègues. Mais oui, on essaie de trouver des solutions de réparation. Si vous permettez, moi j'ai un problème de machine à laver qu'on était obligé de changer. Écoutez, on va parce que c'était checker soi-disant la carte mère, parce qu'il y a de l'électronique dans une machine à laver. Moi je savais pas. Racheter une machine à laver, en fait, j'aurais pu la réparer. Vous auriez certainement pu la faire réparer, oui. C'est malheureux de pouvoir d'être obligé de racheter une machine à laver parce qu'on vous dit il y en a pour 200 € de réparation et que derrière ça peut être réparable. Alors je vais d'abord donner la parole à Pascal. Pascal, vous, c'est quoi votre métier, votre secteur d'activité? Secteur d'activité, tout ce qui concerne l'audio, vidéo, multimédia et informatique, plus l'informatique puisque c'est dans tous les foyers et dès qu'un particulier n'a plus son ordinateur ou est en panne, il s'en mange les doigts. D'accord. Donc ça c'est tout ce qui est tablette, ordinateur, etc. Alors tablette, Christophe, mais voilà, tout ce qui gère, tout ce qu'on
en informatique, c'est ordinateur portable, ordinateur fixe. D'accord. Tout ce qui peut être lié à l'informatique avec aussi les petits problèmes réseau. Ouais. Audio-vidéo, ça va être tout ce qui concerne la télévision, l'hi-fi, les enceintes, parce que j'ai aussi la particularité de pouvoir réparer les haut-parleurs. Donc changer des suspensions, par exemple, de haut-parleurs, des choses comme ça. D'accord. Christophe, c'est quoi votre secteur d'activité? Alors, c'est tout ce qu'on parlait des tablettes? Alors voilà, pour moi, jusque-là, c'était la réparation de smartphones et de tablettes. Principalement. Voilà, et c'est vrai que l'atout, comme là vous venez de poser des questions très, très pertinentes, c'est pourquoi on a créé C'est Réparable. C'est justement, on a créé une plateforme où le client, il a un numéro de téléphone seulement. Ce que j'ai fait d'ailleurs, pour vous contacter. Appel rentrant. Ouais. Je réponds jusque-là, et après je vais reléguer pour l'instant donc aux autres artisans en disant non, ça c'est une panne de réfrigérateur, donc ça va être pour Valérie Manson. Donc, alors justement, on va peut-être faire le tour aussi parce que vous êtes 5 pour l'instant. Juste avant de rentrer dans les détails, Pascal, vous êtes basé où vous? Saint-Denis-la-Chauvasse. Saint-Denis, la Mer-la-Thière, et vous c'est La Roche-sur-Yon, Christophe. Alors vous êtes 5, les 2 autres, il y a donc cette fameuse Valérie. Voilà. Cette superbe Valérie. Valérie Manson, un peu embauchée. C'est la seule femme minoritaire, mais elle en vaut 2 ou 3. Oui, voilà, c'est évident. C'est comme sur le plateau de la grande émission. C'est exactement pareil. C'est bien pour ça que je l'ai dit. Non, mais là on confirme. Et c'est quoi son secteur d'activité? Donc Valérie, c'est tout au départ, donc, parce que ça fait 30 ans qu'elle est dans la petite pièce ménager. Elle a commencé ses Serviroches, donc c'est une société qui a fermé aujourd'hui. Oui, elle a repris. Avec lequel donc, elle a créé après sa petite société il y a 9 ans, Boulevard Sully à La Roche. De vente de petites pièces ménagères, plus sur Internet, avec lequel il y a un site qui s'appelle Accessoires Pièces Ménagères, qui est aujourd'hui récurrent, il y a pas mal de clientèle. Donc là, c'est les petites pièces. Voilà. C'est les petites pièces. C'est ça, jusque-là. Et la 5e personne, c'est qui alors? Alors, Teddy Bivrac. Et lui, son secteur d'activité, pour qu'on soit très complet? C'est pompe à chaleur, climatisation, réfrigérateur pour les appareils domestiques. Donc congélateur, réfrigérateur à la maison. Est-ce que vous vous connaissiez avant de travailler ensemble? Pas du tout. Alors comment c'est parti d'où cette idée-là? Julien? Parce que vous êtes sur des secteurs géographiques différents. On est sur des secteurs quand même qui sont relativement proches, à 15-20 km à la ronde. On est quand même relativement proches, mais c'est vrai que on a appris à se connaître, et puis on est tout de suite tombé d'accord déjà sur les idées, sur le principe de réparer plutôt que jeter. On a tous des métiers qui sont, comme on a dit tout à l'heure, complémentaires, c'est vraiment le but. Et puis Christophe avait déjà, ça fait quelques mois, quelques années que ça mature pour toi, cette idée de plateforme collaborative, de regrouper plusieurs artisans. Donc finalement, on a réussi à se rencontrer avec Christophe, parce qu'il avait fait une petite campagne de pub. Je me suis dit au départ... L'initiative, c'est Christophe. Le début du projet, c'est vous. Tout à fait. Christophe nous avait fait une bonne campagne de pub. D'ailleurs, on s'était dit, tiens, il y a un nouvel artisan qui s'installe, il va nous faire un petit peu d'ombre, un petit peu de concurrence. Et puis finalement, on a appris à se connaître et on s'aperçoit que non, c'est complètement l'inverse. Voilà. On est de toute façon... À la base, vous étiez concurrents les uns des autres, presque, mais quand même sur des secteurs d'activité qui étaient différents, donc vous n'étiez pas forcément concurrents. Excusez-moi, on n'était pas concurrents, on était chacun esselé, on était chacun seul dans notre coin. Donc je suis né dans la téléfilm vidéo ménager en 1991, donc je commence à être un vieux maintenant, on va dire, du ménager. Et moi, je vois des entreprises de réparation qui ferment tous les jours. L'obsolescence programmée qui existe, on va en reparler, effectivement, on va en reparler tout à l'heure. Et je dis, soit on est tout seul de l'autre côté, soit on va mourir. Aujourd'hui, je vois des belles entreprises qui étaient existantes dans notre région à côté, qui ont fermé, qui ferment au fur et à mesure. À titre d'information, j'ai repris un répertoire d'une association qui avait un répertoire d'entreprises de réparation à 18 mois. Je parle bien à 18 mois. Il y en a déjà 30% qui ont fermé. Donc, c'est-à-dire que ça continue. C'est fou, hein. D'accord. Donc, effectivement, l'idée, c'est on se met sur une même plateforme, on va payer notre loyer ensemble, on va se partager des salariés, puisqu'aujourd'hui... parce que vous avez chacun vos salariés, en plus. Fait, oui, mais notamment pour ma part avec APM, on se partage de salariés, puisqu'on s'est aperçu qu'un salarié complet, c'était pas rentable, parce que là, on a un salarié qui va faire de la réparation d'électroménager, plus de la réparation de cartes électroniques, de la machine à laver. Je parle qui est sur place, on ne fait pas concurrence à Julien. Mais vous en parlez ensemble, je suppose. Vous travaillez ensemble, de toute façon. On fait une navette. On va reparler, si ça vous dérange pas, on va reparler justement de votre organisation au quotidien et comment vous travaillez au quotidien. Évidemment, je ne peux pas couper la parole à Franck Jarron.
Ça va ? Franck Jahan, le yoga. Oui, Adèle. Il va falloir être très très convaincant. Hein. Très très convaincant. Oui, le yoga, Adèle, source de jouvence, figurez-vous. En fait, je vais vous raconter une histoire absolument extraordinaire, celle d'une femme unique et si incroyable en fait qu'on la croirait sortie tout droit d'un film. D'accord. En fait, elle est née en Inde française. C'est une ancienne actrice de cinéma. Elle a été également mannequin pour l'an 20, Chanel, a croisé des personnalités, quelques Marlène Dietrich, Jane Kelly, Gandhi. Et en fait, aujourd'hui, elle est prof de yoga. Et pas uniquement parce qu'elle adore aussi danser. Ah oui. Là, je vous commence à vous donner quelques indices pour la suite. Ça, c'est pour vous, Adèle. Parce que oui, elle vous ferait transpirer si vous assistiez à l'un de ses cours. De yoga. Vous auriez probablement une irrésistible envie de la serrer dans vos bras. C'est vrai ? Absolument. En fait, malgré une chute sur la piste de danse et 3 opérations de remplacement de la hanche, s'il vous plaît, elle exécute toujours la plupart des exercices. Elle dit qu'elle ne veut pas croire aux catastrophes. Je ne veux pas savoir ce que je ne peux pas faire. C'est ce que je peux faire qui m'intéresse. Donc c'est une belle philosophie. C'est-à-dire que sa vision effectivement de la vie, c'est ne pas regarder et ne pas se concentrer sur, entre guillemets, les capacités qu'elle a pu perdre liées à son avancée en âge, parce que comme vous pouvez le constater, c'est une femme d'un âge mûr, d'un âge avancé. Mais bien au contraire, elle regarde et elle mise au maximum sur ses capacités restantes qu'elle entretient et qu'elle stimule au quotidien. En fait, elle s'appelle Tao Porchon-Lynch. Et bien, en fait, c'est la preuve vivante. Et attention, la photo n'est pas inversée. D'accord. C'est bien le sol. Vous voyez bien le sol, les tableaux accrochés sur le mur. En fait, c'est la preuve vivante que le yoga est une véritable source de jouvence. Cette professeure de yoga, qui a été déclarée la plus vieille professeure de yoga au monde par le Guinness des records, donne toujours des cours actuellement encore à Westchester County à New York aux États-Unis. Enfin, quand elle n'est pas prise par ses voyages à travers le monde, parce que c'est encore une grande voyageuse, elle fait des concours de danse. C'est pas n'importe quel concours de danse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, Adèle, je vous avais emmené voir aux États-Unis une vidéo, un extrait vidéo. Non. Ce n'était pas elle. En fait, ça pourrait être même sa fille, voire sa petite sœur. L'équivalent, notre émission française, les Français ont du talent. Donc là, c'est aux États-Unis. Et regardez, en fait, ça va vous rappeler Paddy qui avait 80 ans. Nous avions mis à l'honneur il y a quelques mois de cela. Donc là, c'est Tao en vidéo. Regardez plutôt. Fireball. Donc ça, c'est Tao. C'est Tao. Et alors, elle a des talons comme ça. Elle a des talons comme ça. Et elle a quel âge? Parce que si ça pouvait être la même. Oui, je me souviens de Paddy. Tao a 96 ans. 96 ans. Mon Dieu! Mais moi aussi, je suis comme ça à 96 ans, mais c'est incroyable. Je vous promets que vous allez vous souvenir. Ça. Je vous promets que vous allez vous souvenir des cours de yoga, Adèle. Ça, c'est le yoga? En fait, elle a 5 règles pour vivre longtemps et surtout heureux. En 1, elle dit qu'elle ne remet jamais les choses au lendemain, qu'il n'y a pas de lendemain. Donc elle est effectivement dans une philosophie du carpe diem, de vivre au maximum l'instant présent. En 2, elle dit qu'on ne peut pas croire en quelque chose qu'on a quand on s'arrête à la moitié. D'accord. Chaque jour, tout ce que vous avez dans la tête se matérialise. En 4, ne soyez jamais pessimiste. Chaque jour est le plus beau jour de votre vie. Et enfin, si vous attendez quelque chose de bien, cette chose arrivera. Ne pensez pas au malheur. Mais ça, elle a cette philosophie-là depuis ses 80 ans ou elle l'avait avant? Elle les a depuis très longtemps. Elle les a depuis très longtemps. D'accord. Elle les a cultivés, nourris grâce, entre autres, au yoga, qui aujourd'hui, à 96 ans, nous permettent de faire tout cela. Autant vous dire que je vais m'y mettre tout de suite. Vive le yoga et encore longue vie à Tao. 96 ans. En tout cas, c'est assez impressionnant quand même. Merci. Voilà. C'était un petit préalable pour ensuite vous parler de super centenaire. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, je suis très impressionnée. Merci Franck. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause.
retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée à C'est Réparable, qui est une plateforme d'artisans associés en association, j'allais dire, sur différents secteurs et principalement La Roche-sur-Yon. On va en reparler justement. Nous sommes en compagnie de Christophe Morisseau, Julien Nedelka et Pascal Vasse. On parlait évidemment de l'organisation au sein de votre plateforme. Concrètement, comment ça se passe ? J'ai un problème avec la cafetière. Elle ne marche plus. Voilà, elle ne marche pas une classique. Pas une classique du dimanche matin quand tu veux te prendre un bon café. Je viens pas le dimanche, je vais vous voir parce que vous êtes fermé, je suppose. Mais admettons que je vienne lundi. Je viens avec ma cafetière. Comment ça se passe ? Je pose ma cafetière sur votre bureau et je dis réparez-moi ma cafetière. Vous n'êtes pas ouvert le dimanche matin ? Oh non, mais on s'en va. Julien, je sais que c'est pas votre secteur d'activité, mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Alors justement, si votre cafetière malheureusement le petit café du matin, vous pouvez pas l'avoir. Donc nous, on peut vous proposer des solutions de réparation, bien entendu. Donc dans ces réparables, ça va être principalement notre collègue Valérie, donc de chez APM, réparation électroménager, qui va pouvoir prendre en charge la cafetière. Maintenant, si jamais, malheureusement, dans cette cafetière, c'est une plaquette électronique qui est en cause, et bien c'est là justement qu'intervient la mutualisation de nos compétences, parce qu'il y a deux solutions qui se posent à notre client. Soit on va lui remplacer justement la platine électronique par une neuve, et à ce moment-là, c'est Valérie qui peut s'en charger d'en commander une. C'est un petit peu dommage. Et puis, ou alors, on peut proposer aussi au client une réparation quand, bien sûr, au niveau coût, il faut que ça reste raisonnable. Donc, dans ce cas-là, vous faites quoi ? Un devis ? Et c'est là qu'on fait un devis au client, bien sûr, et puis que nous, on peut intervenir en tant qu'entreprise, en deuxième entreprise, si vous voulez, en soutien. Plutôt de réparer la carte électronique plutôt que de la jeter, de la remplacer. Est-ce qu'il y a dans Ouest France, vous disiez quelque chose, vous disiez qu'environ 20% de ce que les clients vous apportent n'est pas réparable. C'est toujours d'actualité, ça, Christophe ou Pascal ? Oui, c'est toujours d'actualité, bien sûr. Malheureusement, il y a d'abord Comme quoi, par exemple ? Ça peut être le grille-pain, ce qui est malheureux. Le grille-pain Moulinex qu'on aime bien, qu'on a buté à son moment. J'ai eu un client, on a eu des clients l'autre jour qui sont arrivés chez Valérie, un micro-ondes qui avait 25 ans. On se dit, on le répare pas. On dit, attendez, messieurs, dames, d'abord, je sais pas si on va pouvoir la pièce, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ouais. En fait, on l'aura réparé. C'est vrai ? Ouais. Ils ont gardé leur micro-ondes de 25 ans. Ils étaient heureux comme tout. Ils ont dit, c'est pas possible, mais vous êtes des anges, quoi. C'est un miracle. Et Pascal, tout à l'heure, on rigolait un peu sur le fait de dire tout est réparable, mais est-ce que vraiment tout n'est pas réparable, on est d'accord, il y a des choses qui ne sont absolument pas réparable. Après, on a inévitablement le coût économique qui vient là. Ça. On peut réparer, mais parfois ça a un coût trop élevé. C'est plus cher que de racheter, par exemple. Donc c'est un peu dommage aussi d'en arriver là, mais bon, ça fait partie en tout cas du jeu. Oui. Du jeu. Franck. Pour autant, par rapport au prix, justement, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on peut, à moindre coût, malgré tout réparer. Alors qu'à l'inverse, on a plutôt en tête, nous, consommateurs lambda, que quand ça tombe en panne, il faut qu'on remplace et point final. On ne se pose même pas la question de la réparation. Tout à fait, bien sûr. Oui, Christophe. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a commencé à travailler en partenariat avec les associations comme les Restaurants du Cœur, Emmaüs, Trade Union, les ateliers du bocage et autres qui arrivent au fur et à mesure, avec lesquels nous avons chacun des pièces détachées en stock, et notamment Valérie, par exemple, en 30 ans de pièces détachées. On l'embrasse, Valérie, parce qu'on n'arrête pas de parler d'elle. Mais oui, parce qu'elle est formidable, cette femme. Et effectivement, donc Emmaüs, c'est pareil, il y a du stock, les Restos du Cœur. Donc en fait, aujourd'hui, on part sur un système où on va se créer un blog, ensemble, de façon à pouvoir s'échanger justement les pièces. Et en fait, c'est pour le bien du client. C'est arrêtons de jeter. Donc, alors justement, on va parler de cette notion d'arrêter de jeter et de cette notion d'obsolescence, d'ailleurs, qui est passible de délit maintenant chez les constructeurs. Est-ce que le métier de réparateur existe toujours, selon vous ? Julien. Ah oui, le métier de réparateur existe toujours et on va le faire perdurer. Mais j'ai l'impression qu'il était en perte de vitesse. Alors peut-être plus maintenant, mais il existe toujours selon vous. C'est encore quand même en perte de vitesse. Je crois que je me trompe pas trop en disant, même si je suis pas encore très très vieux, très âgé, mais il y a encore quelques dizaines d'années, dans toutes les communes, on avait un réparateur de télé, un réparateur ménager, un poseur d'antenne et ainsi de suite. Malheureusement, aujourd'hui,
toutes ces petits commerces, ces petites boutiques qui créent un tissu économique, local, social aussi. Social. Tout ça a tendance à disparaître et c'est vraiment très malheureux parce que on s'aperçoit que il y a des besoins. Plus ça va, c'est tout à fait dans notre esprit à tous. Plus ça va, plus on a envie d'essayer de trouver des solutions. On en a marre de jeter, de toujours racheter. Et puis, il n'y a plus personne de compétent pour pouvoir... compétent peut-être, oui. Qui puisse réparer... Qui puisse réparer sérieusement des matériels, quoi. Plutôt que de dire, non, écoutez, ça va vous coûter 200 €, on a une machine à 250, achetez-la donc. Non, nous, c'est pas notre esprit. Quand on arrive à vendre quelque chose de neuf, c'est que vraiment, on n'a pas pu réparer. C'est ça. On va y revenir. Franck, on refait un point sur Super Centenaire. Alors oui, est-ce que vous avez déjà entendu parler des super centenaires ? Non, alors moi centenaire déjà... Alors on va commencer par une définition. Oui. En fait, un super centenaire, c'est une personne qui a atteint ou dépassé l'âge de 110 ans. De 110 ans. Qui a dépassé l'âge de 110 ans. Centenaire à partir de 100 ans jusqu'à 110 ans. Super centenaire, 110 ans à 120 ans. Et alors attendez, est-ce qu'il y a centenaire ça existe à partir de 120 ans. Non, mais ça veut dire que ça existe. Je prendrais par exemple le cas de Jeanne Calment. Jeanne Calment, qui est décédée à 122 ans et 164 jours, très précisément. 122 ans 122 ans et 164 jours, que l'on voit là à l'écran. Et en fait, elle détient toujours le record de longévité depuis son décès, qui date et qui remonte déjà au 4 août 1997. Elle était née en 1875. C'est incroyable, 76. C'est incroyable. Donc en fait, ces cas de longévité sont expliqués principalement par des prédispositions génétiques, ou encore, et on a eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler, ou encore en fait les modes de vie et l'environnement. Comme par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler au large du Japon de cette petite île qui s'appelle Okinawa, donc au Japon, où le nombre de centenaires est le plus élevé de la planète. Il y a une concentration en fait de centenaires qui s'explique en partie par le climat, par le régime alimentaire bien évidemment, à base d'algues, à base de crustacés, de poissons et entre autres de thé vert, et un environnement où le stress ou la qualité de vie font que ce sont autant d'éléments d'une manière globale qui vont favoriser effectivement la longévité et la super longévité. Ouais, donc si l'on regarde de plus près Adèle, qui sont en fait les doyens qui nous entourent dans le monde, dans un premier temps et désormais, le doyen de l'humanité est une femme, en fait c'est une américaine qui s'appelle... Attention à ce que vous dites. Mais effectivement, c'est bien le cas, puisque vous êtes programmés, vous, mesdames, pour vivre plus longtemps que nous. Récemment, il n'y a pas quelque chose qui est sorti qui disait qu'on vivait un petit peu Alors, l'espérance de vie, effectivement, est en train de baisser, mais tout simplement parce qu'on traverse, et donc on voit bien les résultats, l'impact sur, effectivement, les centenaires et les super centenaires, parce qu'il y a deux éléments. Il y a une baisse de la fécondité, de la natalité, bien sûr. Et également un creux dans la pyramide des âges lié à la Première Guerre. 14-18, qui explique en fait ces répercussions. Donc c'est mathématique en fait. C'est purement mathématique. D'accord. C'est purement, effectivement, très scientifique. Donc en fait, cette américaine qui est la doyenne de l'humanité s'appelle Susanna Mushat Jones, qui est née le 6 juillet 1899 quand même, dans le comté de Lodz, et elle a fêté ses 116 ans le 6 juillet 2015. Donc c'est effectivement une super centenaire, puisqu'elle a dépassé les 110 ans. Le doyen masculin, quant à lui, est un japonais, Masamichi Tsushida, qui est né au mois de mai 1904. Non, je ne vais pas le redire, mais c'est un japonais qui a 111 ans, et donc il va sur ses 112. Là, au mois de mai, il fêtera ses 112 ans. Et côté français, en fait, la doyenne est une Guyanaise. Elle s'appelle Euxodi Baboul, et elle est âgée de 113 ans. Eudoxie, c'est son prénom. Voilà. D'accord. 113 ans 113 ans. C'est incroyable. Et le doyen, donc monsieur Robert, français, toujours monsieur Robert Bourdon, donc c'est bien français, lui fêtera ses 110 ans le 25 mars prochain. 110 entouré d'une belle équipe, ce monsieur vit en maison de retraite, et pour ne pas la citer, les Ondines. Enfin, le nombre de centenaires en France, au 1er janvier 2016, juste pour rappel, tout frais. dans les années 1900, on comptait une dizaine de centenaires en France. Donc là, au 1er janvier 2016, donc c'est vraiment les dernières statistiques actualisées, on compte 3505 hommes, contre 17 000
Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Contre 17 888 femmes. En fait, il y a 5,5 fois plus de femmes centenaires que d'hommes dans notre pays. Soit un total aujourd'hui de 21 393, très précisément, centenaires dans notre pays. Et donc les projections statistiques prévoient à l'horizon 2060 200 000 centenaires dans notre pays. 200 000 centenaires Mais c'est lié aussi à la médecine qui s'améliore. Alors c'est lié à l'environnement, c'est né bien évidemment aux avancées médicales, traitements, mais c'est lié aussi à la prise en soin qui est plus en amont des personnes. Non, alors, non, pas forcément. Notre qualité de vie, alors même si c'est aussi controversé par différentes projections, vous savez que dans les projections, il y a les projections pessimistes, les projections médianes, et puis les projections très optimistes. Donc là, moi j'ai pris les projections médianes, mais effectivement, à l'horizon 2060, on prévoit 200 000 centenaires dans notre pays. Donc tout cela pour nous dire que, et vous dire, Adèle, finalement, vous en êtes peut-être qu'à peine, et c'est tout ce que je lui souhaite, à peine un tiers finalement de votre vie. Je suis pas sûre que mon mari pense la même chose. Mais rappelez-lui ce soir en rentrant à la maison qu'en fait, vous n'êtes pas à la moitié de votre vie, vous n'êtes qu'à un tiers de votre vie. Voilà, et puis en conclusion, pour le petit clin d'œil à la première chronique d'Avis de Yoga, il faut qu'on se mette absolument au yoga. C'est incroyable. Merci Franck pour cette chronique. Vous avez eu le temps, vous avez vu. J'ai adoré. C'est bien quand Jérôme n'est pas là. On revient à Assez Réparable. Si je dis que vous êtes aujourd'hui débordé, est-ce que j'ai raison, Pascal? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de demandes. Oui, il y a de la demande, oui, bien évidemment. En fait, ce qui est bien, si vous voulez, c'est... Excuse-moi, Pascal. Coupez la parole à Pascal, c'est pas grave, Christophe. C'est le délai, en fait. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on est débordé parce qu'en fait, on est à au-dessus d'une semaine. Donc, quand vous dites que vous êtes à au-dessus d'une semaine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de réparer un produit en dessous du délai d'une semaine. Parce que vous avez beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on est à 15 jours, 3 semaines. Ça dépend encore des chefs d'entreprise. Julien et Pascal, pour vous, c'est pareil? Oui. Et ça dépend du type de panne. Bien sûr. Vous n'avez pas forcément la pièce en plus sur place. Exactement, parce qu'on parlait tout à l'heure en effet des 20% qui ne sont pas réparables. Et on en arrive dans certains cas aussi à ne plus trouver la pièce. À changer, même si elle est minime. D'accord. Et quand vous ne trouvez pas la pièce, je me mets à votre place, quand vous ne trouvez pas la pièce, c'est pas que ça vous fend le cœur, mais c'est un peu difficile à dire. Vous êtes obligé de racheter quelque chose. Je ne trouve pas la pièce, vous êtes obligé de racheter quelque chose. Il y a pas longtemps, excusez-moi Adèle, d'un nouveau phénomène justement qui est en train d'apparaître via les imprimantes 3D qui permettent en fait de recréer des pièces qui ne se font plus. Ah mais oui, bien sûr, tout à fait, c'est vrai. Est-ce que c'est une technologie que vous utilisez ou vous envisagez d'utiliser à un moment donné Non, mais pourquoi pas? Après tout, en effet, si la possibilité se fait. Non, Christophe, allez-y, je vous en prie. Oui, c'est désagréable. Non, mais ça veut dire que ça passionne, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. On a encore un souci, si vous voulez, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a plus les schémas. Les marques ne nous fournissent plus les schémas. Si on avait les schémas avec lesquels on avait des pièces, avec les pièces, on peut construire d'autres pièces avec des fabs, effectivement, avec des imprimantes 3D. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus, ils ne fournissent plus. Et pourquoi? Je sais pas. Obsolescence programmée, peut-être. Ouais, c'est ça. On va peut-être en parler tout à l'heure. Donc c'est un souci. On protège les données. C'est aussi ça, c'est malheureux. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'est quand même pas rendu. Alors ça, c'est tout ce qui est imprimante 3D et tout, c'est très bien pour reconstruire tout ce qui est pièces mécaniques. Mais nous, malheureusement, dans notre domaine de l'électronique, on est des fois bien embêtés justement pour retrouver des composants bien spécifiques. Mais c'est quand même pas la majorité des cas. Franck, est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi que ce serait finalement peut-être plus facile de réparer de l'ancien que de réparer du récent? Complètement. Ouais. Complètement. C'est intelligent, ça, Franck. Oui. Bravo. Non, mais c'est vrai. Pascal. La hi-fi des années 70 et 80 se répare très bien et fonctionne très bien. Et la hi-fi des années 90-2000 se répare moins bien ou se répare pas du tout. Alors, après, il y a hi-fi, puisqu'en effet, je parle de la haute fidélité de grande distribution, où en effet, oui, on va tomber sur des produits qui vont tomber en panne plus rapidement et plus difficilement réparables. Après, on a une autre gamme de hi-fi où là, en effet, on monte en plus prix. Costaud, on va dire. Honnêtement, oui, ça 30 ou 40 ans après, ça tourne encore. Et on n'a pratiquement pas fait grand-chose dessus. Juste très vite, mais est-ce que c'est la faute des Chinois, ça? Non, je pense pas. C'est la faute des ingénieurs. Non, voilà. C'est la faute des ingénieurs. En fait, il y a 15 ans, quand on fabriquait une télé,
on l'a fabriqué avec lequel on mettait par exemple une alimentation, vous voyez, à droite et un processeur à gauche. Alors d'aujourd'hui, les ingénieurs, ils mettent le processeur à côté de l'alimentation. Donc l'alimentation, ça chauffe. Donc ce qui fait chauffer le processeur. Mais donc ça... Je sais pas. Moi, les ingénieurs réfléchissent et travaillent. J'espère qu'il y a des ingénieurs qui nous... bien sûr, il y a des raisons techniques, hein, mais peut-être qu'on peut faire que des suppositions, c'est malheureux, mais il y a des choses qui pourraient être faites différemment pour que ce soit plus durable dans le temps. Alors, on va en reparler, si vous voulez bien, dans la troisième partie de cette émission, parce qu'on est déjà à la fin de la deuxième partie, mais on va reparler évidemment de l'obsolescence aussi. Vous en parliez tout à l'heure, Christophe. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de C'est réparable. Troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à la plateforme C'est réparable, avec en plateau avec nous Christophe Morisseau, Julien Nedelka et Pascal Vasse, qui sont tous les trois artisans associés. Ils sont pas que tous les trois, vous êtes 5, hein, c'est ça, 5 et bientôt 6, ce que on en parlera tout à l'heure. Comme ce serait une multinationale. Franck en plateau avec nous, on va d'ici quelques instants voir la chronique de Frédéric Leproux, qui est au Sénégal. On va le retrouver tout à l'heure pour sa petite carte postale. On va revenir justement sur C'est réparable. Vous qui côtoyez justement et qui êtes débordés apparemment parce que vous avez plein de demandes, est-ce que vous trouvez que le public a changé leur façon de consommer ? J'en parlais en introduction tout à l'heure, je disais que maintenant on essaye de faire un peu plus attention et de moins racheter ou de jeter. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment une envie de faire plus attention ? Oui. Christophe ? Oui. Ouais. Oui, alors je vais répondre d'ailleurs parce qu'en fait, suite à notre lancement de C'est réparable depuis 1 an, on s'est aperçu que la clientèle habituelle qui venait nous voir en fait pensait que le produit était non réparable, parce qu'à chaque fois on leur disait dans les enseignes que le produit, la carte mère était morte. Ça a été le produit facile, et en disant voilà, la carte mère est morte, donc on peut rien faire. Mais ils venaient quand même vous voir. Mais ils finissaient par venir nous voir pour certains. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de clients, et c'est pour ça effectivement le surcroît de travail, c'est qu'effectivement les clients ont bien pris conscience qu'aujourd'hui on pouvait réparer les cartes électroniques grâce à Julien, et donc effectivement voilà pourquoi notre chiffre a augmenté. Donc effectivement la mentalité a changé. Il y a une deuxième mentalité qui est importante, c'est celle de la jeunesse, avec laquelle les jeunes, on était plutôt tendance à jeter, suite effectivement au changement de commercial des opérateurs téléphoniques. Les jeunes aujourd'hui et les parents achètent des téléphones qui coûtent plus cher finalement, parce qu'avant on les offrait en location. Aujourd'hui on achète un produit à 400-500 euros, et effectivement aujourd'hui le comportement a changé. On vient faire réparer son smartphone parce qu'aujourd'hui on l'achète 400-500 euros, voire plus. Vous êtes d'accord, Julien et Pascal, je suppose? Tout à fait, oui. Julien, d'abord. On retrouve. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Elle est lente quand même, hein, mais il y en a une. Est-ce que c'est lié aussi à la crise économique de 2008, où les gens font plus attention à ça? On peut en effet dire ça aussi. Je pense qu'en effet les gens surveillent un peu plus en effet leurs dépenses, et quand il y a une nécessité, ils vont se dire j'aimerais bien quand même dépenser moins. Voilà, dépenser moins, et puis avoir aussi qu'on se voit proposer aussi des solutions de réparation, de renouvellement, plutôt que de dire toujours voilà, c'est fichu et puis on ne peut rien faire. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à l'échelle nationale à ce niveau-là. Est-ce que certains produits que vous réparez, par exemple, vous les reconditionnez sous garantie aussi, vous les reproposez, par exemple, je ne sais pas, soit à des associations ou même à la revente, tout simplement. Pascal? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, c'est dans notre créneau. C'est pas que de la réparation. Non, c'est pas que de la réparation, tout à fait. Moi, j'ai de la clientèle. Oui, j'ai de la clientèle qui parfois n'a pas le budget ou n'a pas envie d'acheter du neuf non plus, et qui me demande si j'ai des produits d'occasion. Dans les statuts d'association qu'on a créés, oui, c'est un des paramètres qui rentre en jeu, justement, de pouvoir revendre du matériel reconditionné, garanti, bien entendu. Oui. D'accord. Franck, vous aviez une question sur le prix de certaines prestations. En moyenne, ça coûte combien? Est-ce que je vais en avoir pour une centaine d'euros, voire plus? Ça dépend de la panne, je suppose. Tout dépend de la panne. Mais en moyenne, est-ce que... le but, c'est que les clients ressortent de chez vous bluffés par finalement la facture qui leur est proposée. Je vais rebondir sur ce que vous dites, Franck. Quelle est la panne la plus courante, en clair, pour qu'on ait une idée?
Alors tout dépend des matériels, mais on a beaucoup de pannes qui sont liées à des problèmes, nous en électronique notamment, ou dans tous les systèmes qu'on répare conjointement. On a beaucoup de pannes sur tout ce qui est alimentation, parce que maintenant aujourd'hui n'importe quelle machine, une machine à laver, une cafetière, un lave-vaisselle et ainsi de suite sont en permanence branchés. Et c'est la carte électronique. Voilà, et donc c'est la carte mère, c'est la carte électronique. Non, mais on a beaucoup de problèmes d'alimentation. Après, et ça coûte combien par exemple? Par rapport au prix du neuf, de toute façon, c'est ce que je dis à mes clients et je le dis en m'amusant, mais c'est quand même vrai. Je vois pas l'intérêt de faire une réparation si ça vaut le prix du neuf. Et là-dessus, on est bien d'accord. En règle générale, on est sur en moyenne à peu près un tiers du prix du neuf, parce qu'on a tous nos structures à faire tourner, on a des techniciens à régler, des frais de structure et ainsi de suite. Un tiers du prix du neuf, c'est pas le prix du neuf, on est d'accord, on fait quand même une économie. Avec une garantie. 300 €. Avec une garantie. Pour moins de 100 €, vous me réparez ma machine et elle repart pour plusieurs années, quoi. Tout à fait, oui, c'est ça, tout à fait. C'est le compromis de toute façon à l'heure d'aujourd'hui. Il ne faut pas dépasser un tiers. Quand on dépasse un tiers, c'est que ça vaut pas le coup de réparer. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que tout n'est pas réparable. Du point de vue du coût. Mais oui, mais c'est le coût de la main-d'œuvre. On a nos charges, comme disait Julien, il a raison. Oui, vous êtes artisan et chef d'entreprise aussi à la base. On va y revenir en fin d'émission, mais d'abord je vous propose un petit voyage au Sénégal. On va à Ouarang ou Varang, je ne sais pas comment on dit, où on va retrouver Frédéric qui était déjà la semaine dernière. Et vous allez voir, il va nous proposer une activité un peu particulière. On le retrouve tout de suite. Bonsoir Adèle, ce soir je vous emmène à un tournoi de lutte à Ouarang, au cœur du pays sérère, pour qui la lutte est plus qu'un sport, une véritable religion. La dimension psychologique est tout aussi importante que la force physique. Pour cela, les athlètes font appel à de nombreux marabouts avec force gris-gris et potions magiques. Toujours sur la route du Mali, la meilleure heure de la journée pour moi. Il est, 17h30. Le soleil est un peu plus bas, un peu moins chaud, il fait plus que 30-32 degrés. Mais c'est beaucoup plus agréable et les lumières sont absolument magnifiques sur la brousse sénégalaise. Bien Adèle, me voilà à Kaolack et j'ai changé de moyen de transport. On a pris un petit scooter et je vais me diriger justement vers la mosquée de Medina Baye. La grande mosquée de Medina Baye, c'est ici que se tient la confrérie musulmane des Tidjani. Chaque année, au moment du Gamoul, la fête de la naissance de Mohamed, des milliers et des milliers de musulmans venus du monde entier, des États-Unis et d'Asie, se réunissent dans cette mosquée. C'est un élément important de la vie du Sénégal. La recette de yassa de lapin est prête. Prochain rendez-vous, elle, au Mali. Apparemment, Frédéric, il a mal au dos aussi. Ça donne envie. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les chroniques de Frédéric dans la grande émission toutes les semaines, et puis également sur sa page Facebook et sur son compte YouTube pour voir tout son périple. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur une carte interactive. On le retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Alors, on va terminer tranquillement cette émission sur C'est réparable. On va parler de l'obsolescence. C'est un gros mot. Alors, on vous rappelle ce que c'est. C'est vrai que c'est pas un mot très joli. C'est une technique imputée au distributeur pour réduire volontairement la durée de vie d'un produit et inciter le consommateur à acheter davantage. Je suppose que vous êtes confrontés tous les jours à ça.
Pascal. Oui. Surtout sur les ordinateurs, les choses comme ça? Oui, beaucoup d'appareils, mais les ordinateurs en font partie, bien évidemment. Oui. D'accord. Oui, complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, personnellement? Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. En tant qu'artisan qui travaille en tant que réparateur, je vous pose la question. Ça ne devrait pas exister. Inversement, est-ce que c'est pas une aubaine pour vous? Parce que si, du coup, les machines ne tombaient pas en panne, vous n'auriez pas de travail. Non, on a toujours quelque chose à faire, je vous rassure. Il y a toujours quelque chose à faire. Le but, c'est toujours de repousser l'échéance, donc de toujours vouloir faire fonctionner l'appareil. Donc on a toujours quelque chose à faire, peu importe son importance. Est-ce que vous pouvez me donner l'exemple, tout à l'heure en off, vous nous parliez de la durée de vie de certaines pièces, c'est ça, qui sont indiquées non, c'est qu'on le trouve assez souvent sur les étiquettes en rayon directement, hein. En tout petit, la marque ne fournit les pièces détachées que pendant 2 ans. Alors que c'est 10 ans. Il y a une directive européenne, si je ne me trompe pas, qui a été votée et qui doit normalement nous permettre d'avoir des pièces détachées pendant une durée de 10 ans. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Cette étiquette, vous pouvez regarder, vous pouvez commencer à vous amuser à regarder. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines. J'y avais pas prêté forcément attention il y a quelque temps. Et j'ai commencé à regarder un petit peu et je l'ai vu de mes yeux vus. Donc en effet, j'ai constaté que c'était bien marqué 2 ans. Alors que l'obsolescence programmée est devenue un délit depuis très peu de temps, qui est passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Je vous vois déjà rigoler, Christophe, parce que je sais que quand on s'attaque à des grands groupes, 300 000 € d'amende, c'est une paille. Mais c'est quand même considéré comme un délit. Ben oui. Christophe, ouais, vous êtes confronté aussi à ça. 300 000 €. Quoi. Non, mais à l'obsolescence en tant que telle. Le fait que vous êtes confronté tous les jours, vous. Bien sûr. Mais bien sûr, mais vous vous rendez compte, 300 000 € pour ce genre de marque. Voilà, l'obsolescence programmée, on l'a. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de se mutualiser, pas que en Vendée. On a aussi d'autres gens qui sont en train de créer des plateformes C'est Réparable, et avec lesquels ils ont des connaissances qui sont autres, et avec lesquels on s'échange, nous, au fur et à mesure, pour justement essayer d'amener de la vie aux appareils sur d'autres produits, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les schémas forcément, tout est fait pour. Par contre, les connaissances des uns et des autres, ça y est, on se les échange. Donc, notamment, on travaille avec une plateforme. Un partage de connaissances, voilà, à Dijon, à Grenoble, dans le Tarn, des ingénieurs, pas que techniciens, mais aussi ingénieurs, et voilà, on développe. On parlait que vous accueilliez un 6e partenaire, entre un 6e artisan au sein de C'est Réparable. Je voulais aussi moi, quand j'ai travaillé sur l'interview, j'ai pensé tout de suite à Trivalis. Notamment qui est le syndicat des déchets. Est-ce que vous avez des liens, notamment avec des structures comme Trivalis, je pense à peut-être pas Vendéo, mais Trivalis ou le CIDEF, par exemple, des choses comme ça? Alors désormais, oui, bien sûr, parce que le projet a été suivi par Trivalis, par l'agglomération, par le conseil départemental et par le conseil régional. Nous les avons tous réunis donc mardi dernier avec les chambres consulaires. C'est tout frais. Donc voilà, chambre des métiers, chambre de commerce et l'ADEME bien sûr, puisque nous avons besoin de 50 000 € pour pouvoir créer notre atelier digne de ce monde, de façon que Pascal et Julien puissent venir. Voilà. Et effectivement, donc Trivalis va nous ouvrir les portes dans quelques semaines. On va signer une convention. On se rejoint le 4 mars pour signer une convention pour avoir accès à l'entrée des déchetteries de l'agglo, de façon qu'on puisse récupérer les produits qui sont réparables ou des produits qui fonctionnent, et qu'on puisse les réviser et les revendre à ceux qui en ont besoin. D'accord. Donc ça, c'est Trivalis qui va vous mettre ça en place, de lieu de stockage, en fait. Voilà, Trivalis, l'agglo, conseil départemental. Ça va du coup vous permettre de créer des emplois. C'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas le fait c'est aussi que vous allez pouvoir créer des emplois. Vous avez déjà des salariés, mais oui, tout à fait. Depuis le début de l'aventure C'est Réparable, moi, par exemple, depuis la moitié de l'année dernière, depuis, on va dire juillet dernier, nous, par exemple, RCC électronique, on a créé 2 nouveaux emplois. Et c'est pas terminé, puisque si jamais, quand on va mutualiser nos compétences et puis faire vraiment un pôle de réparation sur la roche, je pense qu'il y aura un nouvel emploi qui va se créer à cet endroit-là. Et puis essayer d'essaimer un petit peu partout. Juste pour terminer très vite l'émission, on voit d'ailleurs vos coordonnées, votre site internet et votre numéro de téléphone pour vous appeler. Le fait de vous rassembler sur un même lieu, ce serait pour quand, au mieux? La date, vous avez une date ou une période? Pour hier, le plus vite possible. Non, franchement, je pense que
fin mai, fin juin, courant mai, 2016. juin. Ah oui, parce que là on aimerait, c'est ce qu'on a annoncé, on aimerait commencer nos travaux en fait en avril. D'accord. Ah oui, donc c'est demain. Oui, okay. Demain, c'est pour ça. C'est déjà la fin de cette émission, c'est trop court. On aurait encore plein d'autres choses à dire. Vous reviendrez, bien sûr. Comme le dit Pascal, vous reviendrez. En tout cas, bon vent pour Irréparables. On vous a indiqué les coordonnées. Évidemment, vous pouvez les appeler quand vous voulez. Le délai, c'est une semaine. Le délai, c'est un peu une semaine parce qu'ils ont beaucoup de travail. C'est une semaine, mais ça va peut-être se réduire. Merci en tout cas, bon vent, vraiment. C'était un plaisir. Merci Franck, on se voit la semaine prochaine avec Jérôme. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle grande émission.